Macky Sall et son opposition, le président de la République a-t-il finalement réussi à matérialiser sa déclaration de la réduire à sa plus simple expression? Flou total autour des candidats à la présidentielle 2024 à moins de 6 mois de l'échéance. L'opposition et la mouvance présidentielle sont-elles réellement prêtes? Entre coupures d'Internet, interdiction de réunion de l'opposition et dissolution du parti PASTEF, la démocratie est-elle en danger au Sénégal? La situation au Niger, avec certains de nos compatriotes sur place qui reçoivent des menaces dans l'attente de rapatriement, voilà entre autres questions au menu de remue-ménage. Et pour en discuter, Binta Diallo reçoit ce dimanche 13 août 2023 Moussa Sarr, porte-parole de la LD, membre de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, et Khali Diouf, secrétaire général national adjoint chargé des cadres de Rewmi. Remue-ménage, c'est tous les dimanches entre 10h et 11h avec Binta Diallo sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Kader Lo, à la technique de ce remue-ménage qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Moussa Sarr, porte-parole de la LD, membre de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar. Nafio, Moussa. Ça va, bonjour Binta Mhemen. Nous recevons également Khali Diouf, secrétaire général adjoint chargé des cadres de Rewmi. Nafio, Khali. Je ne suis pas gâtée. Khali et pas Nafio, Foutoumna. Foutoumna. Oui, c'est notre dialecte du Sérère. Donc mon doigt, il le connaît très bien. Ah bon, d'accord. Bonjour et merci d'être là. Merci Binta. Merci. Macky Sall et son rapport avec, ou bien ses rapports avec son opposition, nous en parlons. Il avait promis de la réduire à sa plus simple expression. Alors, Khali Diouf, est-ce que ce n'est pas le cas au vu de ce qui se passe? Nous avons vu le sort qui a été réservé à Ousmane Sonko, ce qui arrive à Yewwi Askan Wi. Il est même dit que Rewmi a subi le même sort. Le fait que le chef de l'opposition autoproclamé ait décidé d'aller rejoindre Macky Sall, ça également, personne n'y croyait. Alors, quelle est votre lecture par rapport à tout ce que j'ai dit? Bonjour Binta, bonjour doyen Moussa Sarr. Bonjour. Je rectifie, c'est Khali Diouf et non Khali. C'est Khali. D'accord. Bon, merci. En tout cas, bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Et comme vous l'avez dit, moi je vais relativiser, madame, en fait, la déclaration de Macky Sall 10 ans, ou bien du président Macky Sall 10 ans qu'il va réduire la position à sa plus simple expression. Moi je le prends comme une déclaration politique. C'est un chef de parti, certes qui est à la tête de ce pays, qui dit dans une déclaration, pour moi c'est une boutade qui dit ça, mais en réalité, non seulement ça ne s'est pas réalisé, mais Macky Sall ne peut pas réduire le push à sa plus expression. Et d'ailleurs, je donne comme élément, il l'a dit en 2015 à aujourd'hui, toutes les élections qui sont tenues, l'opposition s'est présentée. Donc je ne vois même pas aujourd'hui comment ça peut se réaliser. Et vous citez des exemples quand même. Oui. Non. Ousmane Sonko, il y a eu qui éclate au grand jour. Ousmane Sonko, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, Ousmane Sonko a participé à toutes les élections qui sont organisées depuis que Macky Sall a dit ça. Donc pour moi, il n'y a pas pour le moment une affaire Ousmane Sonko. Maintenant, je suis sûr que les élections qui viennent, peut-être il pourrait ne pas participer. À la limite, il ne va pas participer puisqu'il a été radié sur la liste. Ça, c'est notre débat. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est une logique politique par rapport à la déclaration de Macky Sall d'antan. Maintenant, sur le cas de Yewwi, je dis c'est une coalition politique conquérante. Je devrais même me réserver le droit d'en parler. Mais je peux en parler en tant que politique, disant que cet éclatement ne nous surprend pas en réalité. Pourquoi? Parce que c'était une coalition qui n'a pas été construite sur une base programmatique, ou bien en tout cas, ce n'était pas une convergence de vues. C'est une coalition de circonstances. Et aujourd'hui, l'histoire nous montre qu'en réalité, cette coalition qui a été bâtie sur la base je ne sais même pas comment les qualifier, est aujourd'hui en train d'exploser. Et rien ne nous surprend en réalité. Maintenant, revenons sur notre cas. Moi, je l'ai dit et je le réaffirme, Binta, nous sommes dans l'opposition. Nous avons coupé les amarres avec le pouvoir depuis le mois d'avril 2023. Et nous sommes partis pour conquérir le pouvoir. Et donc je ne vois pas encore une fois de plus aussi ce qu'on parle en disant qu'il y a un flou, il n'y a pas de flou, c'est très clair, les élections vont se tenir à date. En tout cas, aujourd'hui, je dis clairement que là, en tout cas, le souhait de Macky Sall de réduire le push à sa principe, à mon avis, ne s'est pas réalisé. Nous serons candidats et nous sommes candidats, donc je ne crois pas à cette déclaration. Je pense que c'est une déclaration politique. Alors, le rapport qu'entretient Macky Sall avec son opposition est souvent critiqué
critiqué Moussa Sarr. Il est même dit qu'il ne respecte pas son opposition, au point que beaucoup dans l'opposition pensent que le seul langage que comprend Macky Sall, c'est le rapport de force. Merci. Bonjour Binta, bonjour à mon co-débatteur M. Diouf et bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. Je crois que cette question-là, posée de cette manière-là, en fait, moi, ça ne peut pas me surprendre parce que nous sommes sur le terrain politique, que des militants de l'opposition pensent que Macky Sall est en train de réduire cette opposition à sa plus simple expression. Cela, pour moi, n'a pas de sens. Macky Sall a eu à le dire, mon co-débatteur le rappelait en 2015, mais comme il l'a si bien dit, l'opposition est là et participe à des élections, gagne même des mairies. Et l'opposition est fortement représentée à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de cette considération ou de cette boutade, il nous faut analyser ce qui se passe dans l'opposition. Et je pense que tout ce qui arrive à l'opposition, celle-ci en est entièrement responsable. Comment? Parce que l'opposition bâtie dans Yewwi Askan Wi, évidemment, ce n'était pas une unité sincère, c'était une unité de façade. Et ils sont en train de subir les conséquences de cette unité qui n'était pas programmatique, qui était simplement une unité de façade. Tout le monde sait dès le début que Khalifa Sall avait pour objectif d'être candidat en 2024. Et au même moment, même les moins avertis au Sénégal savaient que le leader de PASTEF et les militants de PASTEF, ce qui les intéressait, c'est que tout le monde se range derrière le leader. Alors quand on a quand même des gens dont les objectifs sont totalement divergents, celui-là, il veut être candidat, c'est le cas de Khalifa, c'est le cas de Karim. L'autre veut que tout le monde soit derrière lui. Au fur et à mesure que l'élection présidentielle s'approche, les divergences vont éclater de plein jour et évidemment, chacun va prendre ses distances. Sauf que Moussa, il faut rappeler que Yewwi avait inscrit dans sa charte qu'à la présidentielle, ils vont aller de façon dispersée et qu'ils vont se retrouver. Oui, mais justement, qui n'a pas respecté ça? Oui. Qui n'a pas respecté ça? Parce que ce que certains de Yewwi ont reproché à Khalifa et au PDS, c'est d'aller répondre au dialogue national. Ce qui est quand même extraordinaire, parce que quand nous avons choisi d'être en démocratie, nous avons en même temps choisi, évidemment, le dialogue, de discuter entre les parties prenantes, de dialoguer et de trouver des consensus. Et l'ensemble des acquis démocratiques que nous avons obtenus dans ce pays-là, depuis au moins 1992, c'est des acquis que nous avons obtenus, non pas par la violence, non pas par l'appel à l'insurrection, mais par le dialogue. Donc, si dans Yewwi, certains voulaient évidemment le dialogue et ils ont répondu à l'appel du chef de l'État, d'autres ne voulaient pas. Et ceux qui ne voulaient pas, évidemment, ont commencé à accuser les autres de traître. C'est en ce moment-là qu'il y a eu discorde. Oui. Donc, je pense... Mais justement, ils ont pensé que chaque dialogue, c'est pour régler des cas. Non, mais chaque dialogue règle des cas. Mais quel cas? Règle des problèmes. Si aujourd'hui, nous avons, pour prendre cet exemple-là, après les élections présidentielles 2019, le dialogue a permis l'élection du maire et du président du conseil départemental au suffrage universel direct. Mais ça, c'est une avancée démocratique qui a été obtenue à l'occasion de concertation, de dialogue entre partis politiques, de l'opposition, de la société civile, mais également du pouvoir. L'autre élément qui fait que l'opposition ne pouvait pas aller loin, en tout cas parce que l'unité, je le répète, était une unité de façade, ce qui arrive à l'opposition, ils en sont entièrement responsables, je le répète, mais si on prend le cas de PASTEF, ce qui arrive au leader de PASTEF et à PASTEF lui-même, c'est véritablement leur immaturité. Parce que ces gens-là, depuis qu'ils sont arrivés sur la scène politique, tout le monde le sait, c'est un discours violent, c'est un comportement anti-républicain. De 2021 à nos jours, ils ont mis le Sénégal dans une tension extraordinaire. Ce n'était pas acceptable et ça ne pouvait pas continuer. Et ça, ce n'est pas seulement les institutions de la République qui en ont souffert. Je rappelle souvent qu'en 2019, lorsque vous, au niveau de la RFM, vous étiez en train de donner les résultats, que vous receviez des bureaux de vote, mais le leader de PASTEF à l'époque avait menacé RFM. Pourtant, depuis 1993 au moins, à chaque fois que nous terminons le décompte dans les bureaux de vote à 18h ou à 19h et que les résultats sont affichés, vos représentants dans les bureaux de vote, évidemment, publient les résultats, diffusent les résultats. Donc cet acquis-là également, nous l'avons obtenu dans ce pays. Et pourtant, ce sont ces gens de PASTEF, entre autres comportements violents, qui ont tenté de museler la presse pour empêcher à la presse de donner des résultats en 2019. Donc pour dire, Binta, si on prend le cas de l'opposition, si aujourd'hui elle se disloque,
il ne faut pas s'en prendre à Macky Sall ou au régime de Benno Bokk Yakaar. Il faut voir les problèmes de l'opposition au sein de celle-ci. Pour une bonne frange représentée par PASTEF, c'est évidemment l'immaturité, c'est l'enfantillage, c'est le discours haineux, violent qui fait aujourd'hui que PASTEF est dans ces difficultés. Sauf qu'eux aussi, PASTEF, puisque vous avez parlé de PASTEF, eux ont pensé également, ou le disent souvent, que le régime en place, Macky Sall, a été très violent aussi à l'encontre de PASTEF et de son leader. Je ne vois pas, pour rebondir, je ne vois pas la violence, mais les deux affaires dans lesquelles le leader de PASTEF était impliqué, c'est des affaires privées. L'État du Sénégal n'est pas constitué partie civile. La première affaire qui concernait le leader de PASTEF et Adji Sarr, c'est une affaire purement privée. C'est lui-même, de par sa propre volonté, qui s'est rendu au salon de massage. La deuxième affaire privée, c'est quand il a diffamé le ministre Mame Mbaye Niang. Donc dans ces deux affaires qui lui ont valu tous ces problèmes-là, c'est des affaires privées dans lesquelles l'État du Sénégal ne s'est pas constitué, évidemment, partie civile. Donc pour dire qu'au total, si nous voulons discuter sérieusement et si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, avec les Sénégalais, nous devons dire que ce qui arrive à l'opposition, elle en est entièrement responsable, surtout la frange la plus radicale qui s'est évidemment illustrée par son immaturité, par son manque d'expérience, par son discours violent, et cela ne pouvait pas continuer dans ce pays. Alors, Khalid Diouf, beaucoup quand même ont pensé que de Khalifa Ababacar Sall à Karim Wade en passant par Ousmane Sonko, ils ont dit que Khalifa, on a voulu quand même procéder à une élimination d'adversaires politiques en passant par la justice, c'est ce qui nous a amené, bien entendu, selon les observateurs, la situation délétère et violente que nous vivons aujourd'hui. Ok, effectivement, loin aussi même du discours du doyen, moi je voudrais revenir effectivement sur la dislocation de Yewwi aujourd'hui. Pour dire qu'en fait, cette histoire de dislocation de Yewwi nous montre aujourd'hui à suffisance, à mon avis, le manque de compréhension de la politique au Sénégal. Pour moi, la politique, en fait, ce n'est pas ces histoires de position radicale. Évidemment, je vais en venir à votre question. Mais je parle du cas de Khalifa Sall aujourd'hui. Le fait que Khalifa Sall ait pris la décision d'aller discuter avec le chef de l'État, ou en tout cas avec le président de la République, et avec tous les autres partis. Mais pour moi, c'est ça la dynamique. En politique aujourd'hui, il arrive des moments où, par exemple, toute la classe politique doit se réunir pour trouver des solutions par rapport à des problèmes qui ont été posés. Et il l'a si bien montré. Et nous avons des dates comme 92, nous avons des dates comme 2019 tout récemment, et chaque fois quand il y a dialogue politique, il y a des solutions qui sont sorties. C'est pour ça que je dis qu'en fait, à mon avis, il parle d'immaturité, mais je me dis que c'est un manque de compréhension. Les gens ne connaissent pas la politique. Pour eux, la politique sont des positions radicales. Il y a pas de... mais on peut avoir des positions divergentes, mais quand même qu'il y ait un consensus. Souvent, on peut s'asseoir autour d'une table et discuter. Bref, c'était ça que je voulais rajouter sur l'histoire des dislocations de Yewwi. Maintenant, revenons sur la question de Khalifa, Karim et les Sénégalais, vous m'excusez, sont amnésiques. L'élimination d'adversaires. Les Sénégalais sont amnésiques. Mais Karim Wade, de son cas, il y avait une demande sociale en 2012. Tous les Sénégalais demandaient à ce que le régime finissant Régime Wade puisse rendre compte. Et je pense que peut-être là où nous la pouvons... traque des biens mal acquis. Voilà, la traque des biens. Là, effectivement, sur le cas de Karim Wade, là où le bas blesse, ou là où on peut reprocher quelque chose au gouvernement du Sénégal, c'est effectivement la manière. Tout le monde dénonce le caractère de la crise. Effectivement, personne n'est d'accord de cette cour de répression dans la façon dont il juge. Ça, c'est un problème. Mais le fait que Karim Wade soit jugé au rendu compte, ça a été une demande sociale. C'est pour cela que je ne vois pas une élimination politique sur son cas. Khalifa Sall, oui. Khalifa Sall, les faits sont là. Maintenant, si l'élimination, Khalifa Sall, je dis, en réalité, même si effectivement il y a une volonté d'élimination, mais quand même Khalifa Sall a commis des fautes qui ont été clairement reconnues et lui par la justice. Maintenant, il faut effectivement dénoncer quand même le caractère politique. Parce que Khalifa Sall, si vous vous rappelez très bien, le rapport des cours de contrôle n'avait pas recommandé une ouverture d'information judiciaire. Le cours de contrôle avait recommandé au chef de l'État d'arrêter, en tout cas, d'arrêter la caisse d'avance et au moins mais laisser la mairie fonctionner. Effectivement, il y avait une volonté politique du chef de l'État, du président de la République, quand même, d'empêcher Khalifa Sall. Mais encore une fois, Khalifa Sall n'était pas exempt de reproches. Et on est en politique, quand il prête le flanc, mais pour le cas d'Ousmane Sonko, il l'a répété. Effectivement, encore sur le même cas, même s'il y a une volonté d'élimination, Ousmane Sonko a des problèmes avec des citoyens sénégalais.
En tout cas, pour les deux chefs d'implication. Maintenant, effectivement, le troisième, c'est ça, avec l'État, notamment l'appel à l'insurrection dont il est emprisonné présentement. Mais encore une fois de plus, je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait une volonté manifeste d'éliminer. C'est-à-dire, ce sont des raccourcis, à mon avis. Et ça me permet de revenir sur la question même de la démocratie dont on parle. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on me dit que le pays du Sénégal n'est pas un pays démocratique. Nous allons revenir sur justement cette démocratie sous le régime Macky Sall. Mais l'autre cas également, c'est votre leader Idrissa Seck, qui, à la surprise générale, quand même, il fut un moment, il a eu à rejoindre Macky Sall pour le quitter également à la surprise générale et s'autoproclamer quand même chef de l'opposition. Est-ce que aussi votre leader notre démarche n'est pas un cas finalement? Non, nous ne sommes pas un cas. C'est ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, en fait, c'est-à-dire, c'est une impression forte des Sénégalais de la politique. Je vous le rappelais tout à l'heure, avant qu'on ne démarre l'émission, que tout à l'heure, je lisais quelqu'un qui disait qu'à chaque fois qu'Abdoulaye Wade sort de prison, il va être au palais pour négocier, discuter avec Abdou Diouf pour effectivement mettre en place un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Idrissa est parti en élection en 2019 avec Macky Sall. Effectivement, les Sénégalais en majorité ont choisi Macky Sall. Même si nous avions dit aux Sénégalais, effectivement, nous sommes plus aptes à gérer le pays que Macky Sall. Mais in fine, nous sommes dans les Sénégalais. Le pays est dans une crise, il y a un dialogue national qui a été convoqué. En tant qu'opposant, on nous a conviés, nous avons jugé effectivement avec cette situation du pays, mieux vaut laisser de côté les positions politiques, aller encore soutenir notre pays. Une fois que nous l'avons fait, jusqu'à ce que maintenant tout est stable, on va vers des élections, on sort, on va préparer nos élections. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de... Et je dis tout le temps les gens, la décennie 90, 1980, 2000 est un exemple patent de ce qu'il est en train de faire. Abdoulaye Wade est rentré, je parle sous votre contrôle, dans le gouvernement de Diouf à 2 reprises. À chaque fois que les élections s'approchent, il sort, il s'oppose et personne ne lui reproche. Ce n'est pas trop simpliste aussi comme argument? Non, ce n'est pas simple. Parce que, donc pourquoi les gens disent qu'Abdoulaye Wade était le meilleur opposant? Mais je veux dire que c'est ça le jeu politique. On n'est pas dans une position extrémiste, on ne doit pas. Non, et je peux vous donner beaucoup d'exemples. Je donne l'exemple du Kenya. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Kenya en 2019 avec Uhuru Kenyatta et l'actuel président? Pourtant, Uhuru Kenyatta, l'actuel président était son défait. Mais Uhuru Kenyatta est parti soutenir son opposant parce qu'il discutait. Raila Odinga. Donc pour dire qu'en réalité, la politique est des vases communicants. On peut être des opposants aujourd'hui, demain on est... Maintenant, Idrissa, pourquoi nous sommes sortis? Nous sommes sortis parce que nous allons vers des élections. Nous sommes le chef de l'opposition parce qu'effectivement, on ne peut désigner le chef de l'opposition qu'à partir des élections présidentielles. Depuis 2019, il n'y a pas d'élection présidentielle. Les élections présidentielles passées, nous étions deuxième. Donc de facto, nous sommes chef de l'opposition. Nous sommes partis soutenir le président dans son projet durant ces 5 ans. Nous sommes sortis, on prend notre place. S'il y avait une élection entre-temps présidentielle et que nous ne soyons pas deuxième, effectivement, on ne va pas revendiquer. Donc la revendication de cette position-là est basée sur les élections passées. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle, nous incarnons le statut de chef de l'opposition. Ben, ça, c'est d'un point de vue institutionnel. Maintenant, est-ce que ce n'est pas trop simple quand même d'aller avec Macky Sall et de revenir vouloir dire que je vais prendre ma place, je suis encore le chef de l'opposition? Est-ce que Idrissa Seck, finalement, comme le disent beaucoup de gens, Moussa Sarr, n'est pas un cas qui ne gère que ses intérêts crypto-personnels? Non, je crois qu'Idrissa Seck est un homme politique, qui a une démarche cohérente d'après ce qu'il dit par rapport à sa vision. Moi, je ne suis pas de Réumi. Il assume ses positions avec ses militants. Et il a dit publiquement les raisons pour lesquelles, à un moment, en 2012, on était ensemble. On l'a gagné ensemble en 2012. À un moment, il a préféré se retirer de la coalition et aller dans l'opposition. Ensuite, en 2019, il a quand même dit qu'il ne reconnaissait pas la victoire du président. Il a pensé qu'il fallait faire un large rassemblement pour évidemment atténuer les effets de la Covid. Ça, il l'a expliqué. Ça vaut ce que cela vaut, mais il l'a assumé. Il a rejoint Benno dans le pouvoir. Il a été président d'une institution. À un autre moment, il a pensé qu'il est mieux pour lui et peut-être pour la démocratie sénégalaise de sortir et d'aller chercher les suffrages des Sénégalais. Ça, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je constate simplement qu'il a fait ce choix. Nous avons fait le choix d'être dans Benno Bokk Yakaar. Aussi, nous l'assumons. Je voulais dire, par rapport à l'opposition sénégalaise, je pense que depuis que Macky Sall est là, il n'a pas cherché à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Dans les faits, d'ailleurs, il a cherché à renforcer l'opposition. Si on prend la Constitution, il est bien inscrit dans la Constitution le statut de l'opposition et le statut du chef de l'opposition.
Si aujourd'hui, on n'a pas un chef de l'opposition reconnu légalement avec tous les moyens dont il doit avoir, il faut s'en prendre à l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui n'a pas joué franc jeu pour choisir quand même celui qui devait être le chef de l'opposition. Ce débat, nous l'avons eu dans notre parti, la Ligue démocratique. Mon point de vue est que, étant dans un régime présidentiel, pour moi, celui qui arrive deuxième à l'élection présidentielle doit être consacré chef de l'opposition. Mais les gens de l'opposition ne voulaient pas qu'il soit Idrissa Seck. Ça, c'est constaté par tout le monde, c'est un fait. Donc, un président de la République qui inscrit dans la Constitution en 2016 le statut du chef de l'opposition et le statut de l'opposition, celui-là, il n'a pas cherché à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il s'y ajoute. Pour l'élection présidentielle de 2024, mais si Khalifa Sall et Karim Wade sont éligibles, on va quand même voir un élargissement de l'éventail des candidats. Ce n'est pas parce que simplement le chef du PASTEF n'est pas candidat ou n'est pas éligible qu'on va penser que Macky Sall, évidemment, réduit le champ. Au contraire, en réhabilitant Khalifa et Karim, il élargit le champ des candidatures. Et ça, comme on doit le dire. Il élimine quand il veut, il réhabilite quand il veut. Aussi. C'est ça le problème. Il n'élimine pas. En 2019, mais Idrissa Seck était candidat, entre autres. Le leader de PASTEF était candidat. Ils étaient candidats. Alors, Khalifa et Karim n'étaient pas candidats. Oui, mais en 2024, Khalifa et Karim seront candidats. Peut-être que le leader de PASTEF ne sera pas candidat. Mais qui élimine? Moi, j'ai entendu des gens dire... qui élimine, c'est beaucoup de gens l'ont dit. Non, nous sommes dans une démocratie. Nous avons une constitution, nous avons des lois et des règlements, nous avons un code électoral. Moi, quand j'entends des gens dire que l'élection doit être inclusive, je dis oui. L'élection a toujours été inclusive. Mais ça ne veut pas dire que n'importe quel Sénégalais se lève pour être candidat. Lorsque nous disons qu'il y a un âge plancher et un âge plafond pour être candidat, si nous parlons de caution, si nous parlons de parrainage, mais ça signifie que nous sommes d'accord dans ce jeu démocratique d'établir un certain nombre de conditions qui, lorsqu'on les remplit, on est éligible. Donc, l'élection est inclusive. Mais une élection inclusive ne veut pas dire une élection sans conditions. Une élection inclusive est une élection avec des conditions. Celui qui participe à cette élection, c'est celui-là qui aura rempli les conditions. En 2019, Khalifa et Karim n'avaient pas rempli les conditions. Quel que soit ce que nous pouvons reprocher à la CREI, qui heureusement aujourd'hui d'ailleurs cède sa place à autre chose. Au parquet financier. Au parquet financier. Mais Karim Wade, comme il l'a dit, la gestion du pays par Karim Wade et par son père était décriée par tout le monde. Le cas de Khalifa, on n'a jamais entendu... Sauf que sur la liste, il y avait 19 personnalités. Bien sûr, ça. Sur le cas de Khalifa, on n'a jamais entendu Khalifa, évidemment, s'opposer, contester les faits pour lesquels il était condamné. Je suis maintenant d'accord, et nous, au niveau de la Ligue démocratique, on l'a toujours dit. Il n'y avait pas que Karim. Il n'y avait pas que les 19, il y avait d'autres personnes, 25 personnes que la CRI aurait dû poursuivre. Ça, nous en sommes d'accord. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'en 2019, on a choisi des candidats. Je le répète, quand on va à une élection, que ce soit ici au Sénégal, aux États-Unis, en France, dans toutes les démocraties, une démocratie, elle est encadrée. Et il y a des conditions autour desquelles nous devons être d'accord pour avoir une élection transparente, une élection apaisée. En 2024 également, ça sera la même chose. Celui qui n'aura pas, quelle que soit la volonté du Sénégalais, le Sénégalais qui n'aura pas la caution, qui n'aura pas les parrains nécessaires, qui ne respectera pas le code électoral ou dont le comportement sera un comportement qui n'est pas conforme aux exigences du code électoral, il ne sera pas candidat. Mais vous êtes là à Moussa Sarr et vous avez entendu ce que les observateurs disent, que Macky Sall utilise souvent la justice pour éliminer de la course électorale des adversaires encombrants. Moi, je n'ai vu personne être éliminé par Macky Sall par la justice. Je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'il faudrait également que les hommes politiques assument les responsabilités. Si toi, Binta, tu décides de s'engager sur le terrain politique et tu veux être président de la République, tu dois donc, tu as devoir d'exemplarité. Parce que si tu veux être le meilleur d'entre nous pour nous diriger, tu dois avoir un comportement exemplaire. On ne peut pas aujourd'hui me faire comprendre que ce qui arrive au leader du PASTEF, c'est Macky Sall qui est derrière et qui utilise la justice. Mais c'est lui-même, je le disais tout à l'heure, de par sa propre volonté, de sa propre initiative, à l'insu de tout le monde, y compris ses épouses et ses enfants, qui est allé au salon de beauté. Personne n'était au courant.
Mais qui lui a demandé de diffamer Mbamania? Personne. Et quand il le disait à la télévision, il disait qu'il a un rapport. Mais il suffisait simplement qu'au tribunal, il donne le rapport, mais pour que l'affaire soit close. Et il aurait dû, concernant le cas du salon, moi j'attendais à ce qu'il fasse comme Dominique Strauss-Kahn, reconnaît que c'est une faute morale, qu'il présente ses excuses à ses militants, au peuple sénégalais et à sa famille. Mais on ne peut pas quand même véritablement avoir eu ce comportement. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il ne peut pas être responsable de son comportement. Et on trouve maintenant des Sénégalais qui pensent que pour son cas, c'est le président de la République qui veut l'éliminer. C'est lui qui a cherché à s'éliminer. Et ce qu'il appelle, entre parenthèses, entre guillemets, projet, si cela n'aboutit pas, les partisans de ce prétendu projet n'ont qu'à s'en prendre à leur propre leader, parce qu'il s'est sacrifié, il a sacrifié également ses militants. Donc moi, je ne vois pas comment on peut reprocher à Macky Sall, que ce soit le cas du leader du PASTEF, que ce soit le cas de Karim Wade ou de Khalifa, le régime en place, Macky Sall en l'occurrence, n'a rien à voir. Je termine par là. Aujourd'hui ou demain, un Sénégalais qui décidera de s'engager sur le terrain politique et de vouloir devenir président de la République, donc de chercher à être le meilleur parmi les Sénégalais, il devra avoir un comportement exemplaire, à la limite irréprochable, pour ne pas être éliminé de la course à l'élection présidentielle ou législative. Mais tous ces gens-là, ils sont dans des mairies, ils sont à l'Assemblée nationale. On n'a pas cherché à les éliminer. Nous avons un code électoral, nous devons le respecter. Autant, je le répète, nous avons un âge plancher, nous avons un âge plafond, nous avons la caution, nous avons les parrainages, nous avons un code électoral. L'ensemble de ces dispositions, on doit les respecter si on veut être candidat. Celui qui ne respecte pas, quelle que soit ta crédibilité, quelle que soit ta popularité, tu ne compétiras pas, parce que le Sénégal est au-dessus de l'ensemble de ces candidats déclarés. Alors, la démocratie, vous en parliez tout à l'heure, Kali. C'est Khali ou Kali Diouf. Alors, beaucoup disent également qu'elle a pris un sacré coup de pilon sous le magistère de Macky Sall et la dissolution quand même du parti PASTEF. Elle a la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bon, je pense que c'est dans le même ordre de ce que nous parlons aujourd'hui. Nous sommes en train de discuter. Moi, aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes dire, notamment la société, dit qu'il y a un problème de démocratie au Sénégal, je me dis qu'effectivement, est-ce qu'en réalité, ces personnes-là, aujourd'hui, on peut élargir leur champ d'action? Parce qu'aujourd'hui, les gens se basent sur ces faits que je confirme que ce sont des faits qui n'existent pas, d'élimination des candidats, pour dire que non, il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Quels sont les critères d'évaluation de la démocratie dans un pays? Les principaux critères, c'est la tenue des élections à date échue, la liberté, ou bien en tout cas, donner à tout le monde de participer, ce qu'on appelle des élections inclusives. Pour le cas du Sénégal, je vais donner seulement l'exemple aujourd'hui de ce qui va se passer aux États-Unis pour les prochaines élections. Donald Trump, aujourd'hui, qui est le principal opposant, risque de ne pas participer. Pourquoi? Il a 3 chefs d'inculpation derrière lui. Est-ce que ça a permis les gens de dire qu'il n'y a pas de démocratie aux États-Unis? Non. Aux États-Unis, Donald Trump, à 80% ne va pas participer aux élections qui viennent parce que tout simplement il est en avec la justice. Et personne ne remet en cause le caractère démocratique des États-Unis. Je prends la France en 2022 avec François Fillon. Lui, même qui était candidat, il est en avec la justice, il a renoncé à ça. Il ne peut pas participer et personne n'a remis en cause le caractère démocratique de la France. Pourquoi chez nous maintenant, un opposant, effectivement fut-il, comme il le dit, le plus populaire, il a des démêlés avec la justice aujourd'hui, ce qui lui ont empêché de participer, est basé sur cette fait pour dire qu'il n'y a pas de démocratie. Non. Je ne dis pas, encore une fois de plus, je n'ai pas de reproche à faire au gouvernement. Il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup effectivement de choses à reprocher au gouvernement. Mais de là à dire que quand même il n'y a pas de démocratie dans ce pays, non. Le Sénégal est un modèle démocrate dans notre continent et dans la sous-région. Je m'amusais hier ou avant-hier à faire des recherches sur les coups d'État avec l'Afrique du Niger, j'en viendrai. Et quand tu regardes l'Afrique, c'est un pays, un continent de 54. Un continent de 54 pays, si les 44 ont connu des coups d'État, il y a exceptionnellement 9 pays qui n'ont pas connu, et dont notre pays, quand même. Et effectivement, ce n'est pas des soubresauts politiques, quand même, d'un homme politique futur encore plus populaire qui va nous permettre de revenir sur le modèle démocratique. On a quand même vu ce que cela nous a coûté, des morts, du sang, vraiment. Oui, il faut le déplorer. Tout ça, il faut pas. Il faut le déplorer, effectivement. Maintenant, pour moi, ces situations-là ont toujours existé.
Ce sont des situations qui ont accompagné l'histoire politique du Sénégal. En fait, la nouveauté dans cette affaire, c'est l'amplification de ces choses par les réseaux sociaux en réalité. Mais en 1970, l'affaire Mamadou Dia Senghor, c'était comme ça. Et même, pas très loin. Mais Idriss Seck a vécu pire qu'Ousmane Sonko, à mon avis. Mais il n'y avait pas cette médiatisation des affaires. Il a fait 7 ans de prison, tout son staff a été exilé, notamment beaucoup d'amis de la presse. Aujourd'hui, sa famille exécutée et tout le monde. Mais il n'y avait pas cette implication. Donc aujourd'hui, moi je dis, en tout cas, encore une fois de plus, je ne le dis pas et je ne le souhaite pas, Ousmane Sonko. Mais ce que Ousmane Sonko est en train de vivre aujourd'hui en termes de trucs politiques, pour moi, ce n'est pas nouveau en politique au Sénégal. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Ousmane Sonko est persécuté selon ses partisans que le Sénégal aujourd'hui n'a pas de démocratie. Ou bien... Maintenant, si par exemple aujourd'hui les morts, il faut les déplorer et surtout responsables. Et c'est là que nous interpellons le gouvernement du Sénégal. Il faut le reconnaître, depuis 2021, le gouvernement nous promet des enquêtes qui n'ont jamais abouti. En tout cas, il n'y a pas rien n'est clair. Et malheureusement, à mon avis, si les enquêtes étaient bien faites en son temps, on n'en arrivait pas à des situations de terrorisme. Il faut le dénoncer. Hier, on a tous entendu à la presse dire que il y avait des tentatives de terrorisme dans le Sénégal ne connaissait pas ces genres d'histoires, des histoires de cocktails Molotov quand même. Pour moi, ça ne rime pas avec notre pays, ça ne rime pas avec notre histoire politique. Et il faut carrément les dénoncer et les combattre. Hein. Il faut les combattre. Et je n'ose pas dire ça. Je ne pense pas que ces actes soient posés par des militants de passifs. Quel que soit, moi personnellement, je me dis que ce ne sont pas des militants qui opposent ces actes-là. Je me dis ce sont des bandits avec la situation de la sous-région qui en profitent aujourd'hui pour peut-être au moins déstabiliser. Et c'est là où nous interpellons toute la classe politique sénégalaise. Nous sommes dans une sous-région qui est en feu. Et depuis plus de 20 ans, depuis plus de 15 ans, l'Afrique de l'Ouest est en feu. C'est pour cela au Sénégal, quelle que soit nos divergences, la classe politique doit au moins laisser quand même des fenêtres de discussion, des consensus pour que nous puissions au moins au moment des soudes, au moment, certains mois quand ça arrive, on se soude. Parce que le Sénégal aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes menacés par ce qui se passe dans la sous-région. Et nous en reparlerons avec ce qui se passe au mais ça, j'interpelle la classe politique pour dire que, quelles que soient nos divergences, quand même, nous devons laisser cette fenêtre, la porte entrouverte, au moins on puisse quand même discuter entre nous, oublier nos divergences. Et c'est ça où, je répète encore, tu vas me dire que Khalid fait la promotion de ton candidat. C'est là, Idriss dit tout le temps que, quelles que soient nos divergences, parfois, oublions nos personnes, oublions l'intérêt de nos partis et pensons au Sénégal, discutons avec tout le monde et cherchons des solutions. En tout cas, tout le monde l'a dit, ou presque, que la démocratie n'a jamais été si malmenée sous le magistère de Macky Sall. C'est pas tout le monde qui l'a dit. C'est pas tout le monde. J'ai dit pratiquement. Oui, c'est pas. Les observateurs le disent. Oui, mais Binta, si la démocratie sénégalaise était malmenée, si elle était en danger, ceux qui le disent, ils n'auraient pas la possibilité de le dire. Ça veut dire que le simple fait d'aller à la télé, à la radio et de dire que la démocratie est menacée montre que la démocratie n'est pas menacée. Pourquoi? Là où il n'y a pas de démocratie, personne n'a la possibilité de dire qu'on est en dictature. Personne. Alors, on peut se permettre de dissoudre des partis, de couper Internet. J'en viens. Juste pour vous, une minute pour vous confirmer. Avant-hier, une radio a été fermée au Niger parce qu'ils ont donné la parole à un politique, non pas un homme politique qui s'opposait, qui est favorable à l'intervention de la CEDEAO. Oui. Et ils ont fermé la radio. Et ça, c'est ça qu'on appelle la dictature. Dans ce pays-là, de 2012 à maintenant, on n'a fermé aucune radio, on n'a fermé aucune télévision. On a coupé le signal à une télévision en 2016, au moment du référendum. Le directeur de cette télévision, le dimanche, alors que les Sénégalais se rendaient aux urnes, continuait à appeler à voter non. Le jour du scrutin, alors que la campagne référendaire était déjà terminée. Le jour du scrutin, il continuait, profitant de sa télévision, à appeler les Sénégalais à voter non. Le signal a été coupé, ce qui était parfaitement normal. La même télévision, pendant les événements récents violents de Mbacké, son reporter, en direct, donnait des conseils aux jeunes. Les munitions des policiers sont terminées, les policiers sont par là, en direct. Le signal a été coupé, ce qui était parfaitement normal. Mais c'est quand même excessif, ça. C'est normal. Parce que si on n'y prend pas garde, nous risquons dans ce pays-là d'avoir des télévisions ou des radios à l'image de la radio Mille Collines au Rwanda en 1994. Et on sait les conséquences de cela en 1994
au Rwanda, plus de 800 000 morts. Aucun journaliste dans ce pays depuis 2012 n'est en prison pour ses opinions. Si, Pape Alé Niang. Vous savez très bien, il est plus militant que journaliste. J'en veux pour preuve. La première fois qu'il a été arrêté, la corporation s'est mobilisée. Oui. Mais depuis, il n'y a plus de mobilisation pour lui. Parce que les journalistes, eux-mêmes, commencent à prendre conscience de ce cas-là. La première fois, il y a une forte mobilisation. Il a récidivé, il n'y a pas eu de mobilisation. Parce que vous-même et vos collègues, vous commencez à prendre conscience de ce qu'il représente. Et c'est très bien comme ça. Aucun journaliste n'est en prison pour délit d'opinion. Aucun Sénégalais n'est en prison pour délit d'opinion. Il n'y a pas dans ce pays-là de prisonniers politiques. Tous les gens qui sont en prison, même ceux qui sont arrêtés hier, Binta, vous savez, je sais, les Sénégalais savent ce qu'on leur reproche. Il n'y a pas de délit d'opinion. Aucun Sénégalais n'a été arrêté dans ce pays-là pour avoir critiqué le choix sur les BRT, le terre ou les choix économiques du président de la République. Il n'y en a pas. Pourtant, chaque jour, à travers vos antennes, ici et dans d'autres organes, beaucoup de Sénégalais critiquent les choix économiques du président de la République, mais ils ne sont pas arrêtés. Ceux qui sont arrêtés, ils sont arrêtés parce qu'ils menacent la sécurité du pays. Et quand Binta, la sécurité du pays est en jeu, je pense qu'il est normal, momentanément, de suspendre certains moyens d'expression. C'est le cas d'Internet. Quand il a fallu suspendre momentanément Internet, qu'est-ce qui était en jeu? Ce n'était pas la liberté, c'était la sécurité. C'était le vivre ensemble. Lorsque des Sénégalais à l'intérieur du pays ou des Sénégalais lâches établis ailleurs utilisent Internet pour déstabiliser notre pays, pour menacer notre sécurité individuelle et collective, le régime en place a pour mission régalienne entre autres d'assurer notre sécurité individuelle et collective. Et c'était parfaitement normal de couper Internet. Et beaucoup de Sénégalais l'ont accepté. Oui. Parce que les Sénégalais commencent à comprendre l'enjeu. Parce que l'enjeu, ce n'est pas la liberté. L'enjeu, c'est le vivre ensemble, c'est la sécurité. J'ai rarement entendu des Sénégalais s'opposer à la coupure de Internet. Parce que tu es dans ton quartier, les gens manipulateurs, évidemment, utilisent Internet, les réseaux sociaux, pour dire que tel quartier est en feu. Alors que c'est faux. Donc ça, la coupure d'Internet, c'est parfaitement normal. La dissolution du PASTEF. Moi, j'ai entendu certains Sénégalais dire depuis 1960, depuis 1963, on n'a pas dissolu un parti. Mais ce n'est pas ça la question. Oui. On n'est jamais arrivé à une dissolution de parti depuis très longtemps. Mais dans ce pays, on a tendance à discuter des conséquences en oubliant les causes. La cause principale de la coupure d'Internet, c'est qu'on est menacé. Oui. Mais la cause principale de la dissolution de PASTEF, on ne s'est pas réveillé un jour et on dissout PASTEF. On l'a dissous pourquoi? Il y a la cause. Donc, discutons sur les causes plus que sur les conséquences. Parce que la dissolution est une conséquence. C'est pourquoi la cause de 2021 à 2023, pour ne pas aller plus loin, depuis que ces gens-là sont arrivés sur la scène politique, quel a été le discours? Violent, mensonger, manipulateur. Tout le monde est menacé. Hommes politiques, journalistes, hommes d'opinion, chefs religieux, tout le monde. Il suffit seulement que tu ne t'alignes pas sur la position du PASTEF, tu es menacé, tu es insulté, tu es violenté. Mais ce discours-là, ce n'est pas un discours normal. Dans une démocratie, ils ont choisi d'être en marche de la République. Ils ont choisi d'être en marche de la démocratie. C'est normal qu'on dissolve leur parti politique. Parce que nous sommes en démocratie, nous avons choisi non pas la voie violente, nous avons choisi d'accéder au pouvoir par la voie des urnes. Ceux qui veulent accéder au pouvoir par la violence, par la mort, par l'insurrection, ils n'ont pas leur place dans la démocratie, ils n'ont pas leur place dans la République. C'est donc normal qu'ils soient mis de côté. Et vous avez attendu la veille de la présidentielle pour prendre ces mesures contre le PASTEF. Ça aussi, je ne suis pas l'État. C'est sujet à des questions. Je ne suis pas l'État. Oui. L'État a des informations que vous n'avez pas, Binta, que moi je n'ai pas. Oui. L'État a choisi le moment qui lui paraît le moment le meilleur, le plus propice pour dissoudre. On ne peut pas quand même reprocher à l'État. Pourquoi on n'a pas dissolu en 2021, en 2023, en 2022 C'est l'État qui a les informations.
dont moi je ne détiens pas, que vous ne détenez pas. Donc laissons l'État faire ce qu'il a à faire, faisons-nous ce que nous devons faire. Et nous faisons confiance à l'État et aux forces de défense et de sécurité. La dissolution, c'est cela. Les 40 morts, je suis d'accord, il faut une commission d'évaluation objective, parce que ça ne doit pas passer à perte et à profit. Mais pourquoi la dissolution est normale? La cause, je l'ai dit, c'est les appels à l'insurrection, c'est la violence. Mais à chaque fois que ce leader est sorti, c'est des morts. Dans quel pays pouvons dire, je quitte Ziguinchor avec 200 000 jeunes dans chaque région, quand j'arrive, au total on sera 200 000 et on va aller déloger le président? Pour qui se souvient du sort qui a été réservé à Samuel Doe? Comment peut-on souhaiter, je ne parle même pas de politique, comment peut-on souhaiter à un être humain, quelle que soit l'adversité, que cet être humain subisse le même sort que Samuel Doe, en dehors même de la politique? Si on se souvient du sort qui a été réservé à Samuel Doe, humainement, comment peut-on souhaiter le même sort à ton semblable, quelle que soit l'adversité politique? Mais comment peut-on dire, un leader politique, la boîte d'allumettes que j'ai cherchée pour allumer le pays, je l'ai? Comment peut-on laisser un leader politique dire, ça sera toi ou moi? On va mourir. L'appel au meurtre. Koudé Sayaï Djurat. Ça, on n'a jamais entendu ça. Moi, j'ai entendu des intellectuels dire, depuis 1960, on n'a pas dissous un parti. Mais ils n'ont qu'à dire que ce discours-là, depuis des décennies, on ne l'a pas entendu. Nous sommes sur le terrain politique. Il y a quand même des décennies. Même quand on s'opposait de façon absolue contre le régime du Parti socialiste, le discours des gens du PASTEF de 2017 à maintenant, on ne l'a jamais tenu dans ce pays-là. C'est ça la cause. Donc la dissolution, c'est une conséquence. La cause, c'est leur comportement. Et si nous voulons mettre fin à ces comportements antidémocratiques, à ces comportements insurrectionnels, nous devons réagir sur la cause pour que les conséquences ne se reproduisent plus. Donc il en est de même de la coupure d'Internet, je l'ai dit, parce que, et je termine par là, il arrive très souvent, Binta, que ça soit ici ou ailleurs, en Afrique ou dans le monde, qu'on recourt au couvre-feu pour rétablir l'ordre. Donc l'État a des instruments, des moyens pour assurer la sécurité individuelle et collective. Et l'État aura failli s'il n'arrive plus à assurer notre sécurité et notre sécurité individuelle et collective. La liberté, Jean-Jacques Rousseau disait que c'est une catégorie essentielle de l'existence humaine. C'est vrai. Mais quel que soit son caractère précis, cette liberté-là, il y a des moments où nous devons préférer d'être en sécurité plutôt que de parler de liberté. Parce que pour parler de liberté, de démocratie et d'élection, il faut d'abord être là. Et nous devons donc sauvegarder notre État, sauvegarder notre démocratie, assurer notre sécurité pour pouvoir aller aux élections. Mais si personne n'est en sécurité, parce qu'à chaque fois que tu sors, il y a de fortes chances que tu rencontres un cocktail Molotov et il n'y aura pas d'élection. Si nous voulons aller aux élections, assurons d'abord la sécurité. Mais assurer la sécurité, est-ce que cela veut dire également dire à l'opposition, voilà, vous n'allez plus tenir vos réunions quand l'opposition veut accéder à son siège, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. C'est la police qui barricade maintenant les sièges des partis politiques. Alors, ce n'est pas une règle générale, ça c'est arrivé une ou deux fois. Mais c'est tous les jours. Ça, c'est pratiquement ce qu'on voit tous les jours. Non, Binta, c'est avec moi, je suis pour la liberté d'association et de réunion. Mais si une ou deux réunions ont été interdites, je m'y oppose, mais il ne faut pas quand même généraliser. Il ne faut pas présenter la chose comme si au Sénégal, l'opposition n'a plus d'activité. Mais depuis, l'opposition ne peut plus tenir ses réunions. Ça, vous l'avez constaté quand même, Moussa Sarr. Non. Bon, en fait, effectivement, cette question, effectivement, il faut déplorer quand même ces 2 derniers mois, malgré que la situation sécurité du pays est délétère, qu'il soit empêché à des partis politiques de tenir des réunions. Il faut le reconnaître quand même. En tout cas, nous le dénonçons quand même. Quelle que soit la situation, je pense que quand même, on doit permettre les partis de se réunir comme il l'a dit. Maintenant, en revenant sur la dissolution de PASTEF, moi, mon problème, effectivement, ce n'est pas sur l'axe, c'est-à-dire c'est la manière. À mon avis, et ça, je pense que toute la classe doit réfléchir, on doit réfléchir des mécanismes, pour moi, de la gestion des partis politiques. De la même façon, on exige aux partis politiques, par exemple, déposer des états financiers, avoir des sièges. On doit aujourd'hui avoir une batterie, un mécanisme de dissolution, par exemple. Moi, à la place de l'État du Sénégal, pour moi, Ousmane Sonko, son parti devait être averti et suspendu même
pas dissolution avant condamnation. Par exemple, aujourd'hui, les faits qui lui ont... Voilà, effectivement, les faits qui sont reprochés au PASTEF ne datent pas de cette année, c'est depuis 2021. Et à mon avis, le ministre de l'Intérieur devait agir en son temps. Absolument. Par exemple, le ministre de l'Intérieur a averti. Quand ils ont fait leur collecte de fonds, le ministre de l'Intérieur a averti. Non, ça aussi, il faut aussi l'avertir. Mais monsieur Diouf, écoute-moi, vous avez parlé d'avertissement. Oui, je vous rafraîchis la mémoire. Non, je ne l'ai pas oublié, j'en viens. Ah, d'accord, très bien. Mais ça, non, mais il a averti. Vous voulez que chaque mois on avertit? Mais le ministre de l'Intérieur a averti. Mais des gens qui veulent diriger le pays, ils ont un comportement, ils ont été avertis, ils n'ont qu'à arrêter. Le ministre de l'Intérieur a très bien averti. Mais j'en reviens. Le ministre de l'Intérieur a averti PASTEF sur la collecte de fonds. Je parle pas de collecte de fonds, je parle sur les activités, sur les causes de sa dissolution. Les causes de la c'est pas la collecte de fonds aurait pu amener la dissolution aussi. Par exemple, mais par exemple, non, justement, les causes qui ont été évoquées, ces causes-là, ça date de 2021. À mon avis, il devait être averti depuis lors, avec une lettre de mise en demeure. Même jusqu'à la suspension du parti, dire que ce parti ne pourra pas participer à des élections pendant 10 ans, jusqu'à aboutir à la dissolution. Alors, non, en fait, à l'état de dissoudre un parti, par exemple, aujourd'hui. Dissolution, elle est extrême quand même, Moussa Sarr. Est conforme à l'attitude du PASTEF. C'est vraiment ça le minimum qu'il aurait fallu. Moi, je pense que on doit mettre toute la classe politique doit quand même penser à mettre en place aujourd'hui aider les ministres de l'Intérieur à avoir des... Vous êtes tous menacés, hein, oui, parce qu'aujourd'hui... Non, effectivement, aujourd'hui, effectivement, je vous donne un exemple. La collecte de fonds. Mais tous les partis le font. Non. Si. Je regrette. Moi, je le fais. Vous ne le faisiez pas. Moi, au niveau de mon parti, ce que nous faisons, nos militants, c'est la cotisation. Permets-moi de finir. Les gens le font, mais ils ne savent pas que c'est banni par la loi. Nous, on le fait. Vous le savez. Mais beaucoup de partis ne le savent pas. Ils le font. Vous le faites au niveau de Réumi? On le faisait, on l'a arrêté. Parce que tout simplement, quand nous savons que ce n'était plus possible, on l'a arrêté. Mais les gens ne le savent, beaucoup de partis ne savent. Nous avons 300 partis politiques. En constituant un parti, on doit savoir ce qui est admis et ce qui n'est pas admis. Ça, c'est le minimum quand même. Parce qu'il y a une loi qui n'est pas appliquée aussi. Personne n'est au courant même que la loi existe. Mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de partis sont là. Ils savent pertinemment qu'ils doivent déposer, ils ne déposent pas des états financiers. Nous sommes tous, c'est-à-dire si on respecte la loi, même la paire. Il n'y a que PASTEF qui respecte quand même. Non, selon les informations. Selon les informations, en tout cas, effectivement, selon en tout cas ce qu'ils ont dit, et personne ne l'a démenti, le ministre de l'Intérieur, c'est le seul parti qui respecte ces dépôts. Donc, si aujourd'hui nous tenons aux lois seulement. La LD ne respecte pas cela. Oui, on peut le décider. Parce que, non, ce que je veux dire, je veux dire, en fait, c'est pas seulement un fait, en tout cas, pour moi, les fautes sont on dit les textes, les lois et les règlements sont faits pour être violés, mais quand ils violent, quand même, il y a des mesures graduelles. On peut avertir, comme on dit, menacer, suspendre, jusqu'à arriver à la dissolution. Mais une faute, tac, on te met une dissolution. Moi, je pense que ce n'est pas la mesure la plus appropriée. Bref, c'est ça mon avis. Maintenant, si la coupée d'Internet, effectivement, quand la sécurité est menacée, tous les moyens sont bons pour rétablir la sécurité. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas faire. Maintenant, au-delà même de l'aspect politique, moi, en fait, si la coupe de l'Internet, je vois beaucoup plus les pertes économiques en réalité. Les gens qu'il faut aujourd'hui, les gens qui ont perdu sur la coupe Internet sont plus nombreux que les hommes politiques comme ça. Et je me dis que les hommes politiques même, notamment surtout l'opposition, a causé beaucoup de tort aux investisseurs. Je donne l'exemple des VTC, ce qu'on appelle les Yang ou autres là. Ils ont arrêté le business pendant une semaine parce qu'il n'y a pas d'internet. Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu fonctionner. Beaucoup de travail parce que l'internet a arrêté. Encore une fois de plus, je ne remets pas encore cette mesure parce que c'était une mesure sanitaire. Il fallait effectivement rétablir la sécurité. Et comme il a dit, si on doit recourir à des couvre-feu, on le fait. Mais il faut aussi quand même que les gens pensent surtout à l'aspect du côté économique. Parce que couper Internet quand même, avec le monde que nous sommes aujourd'hui, non, mais c'est pas excessif, mais c'est en tout cas, c'est un manque à gagner important pour le pays. Encore, nous pouvons réfléchir. Absolument, il faut régler ce problème aussi. Alors, il nous reste moins de 3 minutes, Moussa Sarr, sur les candidats déclarés à l'échéance, pour cette échéance électorale, la présidentielle, moins de 6 mois, nous séparent justement de ce scrutin. Au niveau de Benno, on ne sait pas qui est le candidat de Benno. Les candidatures déclarées mais également. Cette question, vous ne pouvez pas donner ça à Moussa, parce que nous sommes les seuls candidats aujourd'hui. Oui, quand même. Non, cette question, quand même. Chacun, une minute. Non, je parle de
nous avons les meilleurs candidats, les plus expérimentés et le seul candidat qui s'est déclaré. Moi, je pense que cette affaire-là de coupure d'Internet... Est-ce que vous êtes réellement prêt? La majorité comme l'opposition. Les pertes économiques sont insignifiantes par rapport aux besoins de mettre les Sénégalais en sécurité. Ça, c'est très clair. Pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, ça c'est une cuisine interne à Benno Bokk Yakaar. Et la situation que Benno Bokk Yakaar traverse aujourd'hui est parfaitement compréhensible. Nous sommes au mois d'août. C'est le 3 juillet, à l'occasion de son discours historique, que le président Macky Sall a renoncé à être candidat en 2024. Donc, il nous faut avoir le temps pour mener les concertations. Mais justement, le temps n'attend plus. Nous sommes à moins de 6 mois de la présidentielle. Est-ce que réellement nous avons le temps. Nous nous demandons simplement qu'il y ait un candidat unique, un candidat de consensus de Benno Bokk Yakaar. Le consensus va poser problème certainement. Oui, on y arrivera. C'est notre affaire interne. On y arrivera. Et quand, quel que soit le candidat que nous allons choisir, issu de l'APR, issu de la gauche ou d'autres partis, le candidat de Benno Bokk Yakaar est déjà sur le terrain et ce candidat de Benno Bokk Yakaar va gagner l'élection présidentielle exclusivement issu de l'APR. On ne sait pas encore ces élections-là, nous les gagnerons au premier tour. En tout cas, nous avons plus d'expérience que ceux qui sont là. Parce que ceux qui sont avec le président Macky Sall depuis 2012, vous prenez tous ces candidats déclarés, chacun d'eux, vous le réveillez, il peut diriger ce pays. Ils n'ont pas besoin d'un temps d'apprentissage. Donc nous, on n'a pas ces problèmes. Le seul problème qu'on a, c'est que les concertations arrivent à nous permettre d'avoir un candidat unique, un candidat de consensus et nous gagnons la présidentielle en 2024. Ces élections sont les élections les plus inédites au Sénégal. C'est la première fois que au Sénégal les candidats ne sont pas les mêmes. Moi, je rappelle tout le temps que ce sont des élections à 3 tours. Le premier tour, c'est les parrainages. Le deuxième tour, c'est l'élection en tant que telle. Et le maintenant, c'est terminé. Maintenant, pour terminer, aujourd'hui, est-ce que Réumi est prêt? Vous êtes prêt? Mais nous avons le candidat le plus expérimenté. Ça, au moins, vous le savez. Mais l'expérience. Donc, le candidat le plus expérimenté, nous n'avons aucun problème. Et aujourd'hui, attention, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui le président de la République, avec sa coalition, nous soutienne. C'est pas exclu. Non. Absolument, si. Oui, rien n'est exclu. Mais non, attention. Il ne faut pas ne soyez pas surpris. Absolument. Non, Moussa, je suis les observateurs en ont parlé quand même. Il ne faut pas exclure que le président choisisse. Peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord, mais ne soyez pas surpris. C'est une possibilité. Notre schéma, c'est d'avoir vous n'avez pas pour le moment, vous ne savez pas le schéma du président, parce que tout simplement, mais aujourd'hui, nous avons soutenu le président quand même durant ces dernières 5 années. C'est pas pour qu'on vous soutienne. Il peut nous soutenir. Est-ce qu'il a promis à de sec de le soutenir? J'ai dit, il est président Maxime pour nous soutenir, parce que nous l'avons soutenu durant cette truc-là. Merci beaucoup. Il faut rappeler que nous avons les meilleurs candidats, les candidats les plus expérimentés, le candidat qui a fait le plus nombre d'élections dans ces pays-là. Et je pense que c'est très légitime. Qui a le plus perdu. C'est légitime. Qui court toujours derrière le fauteuil présidentiel. Abdoulaye Wade a perdu 3 élections, 26 ans il a gagné. Donc on vous renvoie à Abdoulaye Wade pour vous dire que quand même, si on s'en réfère. Attendez la 26e année? Non, nous sommes à la 26e année. Merci beaucoup. Mais quand même, je souhaiterais qu'on aborde la question du Niger. Oui, on ne peut pas. À la prochaine fois, on ose espérer que la solution diplomatique puisse prospérer au Niger. On en reparlera certainement dans d'autres débats. Khalid Diouf, c'est terminé. Merci, secrétaire général adjoint chargé des cadres de Réumi. Merci également.